Bonjour, dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled, nous allons voir les types de menaces réseau. Alors passons au plan. Tout d'abord, nous allons comprendre le risque, de quoi il s'agit. Par la suite, nous allons découvrir ou énumérer les types de malware ou des logiciels malicieux. Et enfin, nous allons voir les méthodes de protection contre les malwares au niveau d'un réseau. Alors, passons au premier volet de cette vidéo. La plupart des principes de sécurité peuvent être retracés à la triade sécuritaire, également appelée AIC en français, ou encore CIA en anglais. Donc, c'est un terme qui est très connu dans le jargon de sécurité informatique, qui est en fait donc la protection contre la perte de confidentialité, la perte contre encore la perte d'intégrité, pardon, et la perte de disponibilité. Alors, si on parle de confidentialité, on parle de mécanismes d'authentification et d'identification des personnes ainsi que des logiciels et des services auprès des infrastructures et des systèmes d'information. Et là, on parle donc des paramètres de confidentialité tels que les logins et les mots de passe qui sont la cible des meneurs d'attaque. Et une fois ils ont ces paramètres-là, ils peuvent avoir les mêmes droits que les personnes qui les détiennent, à savoir donc le droit d'accès au système, par exemple des fichiers ou encore des dossiers et les systèmes donc des fichiers. Ça pourra être aussi donc le droit d'utiliser des services bien déterminés. Concernant l'intégrité, nous parlons donc de la cohérence des données qui doivent être les mêmes avant l'envoi et pendant le transfert au niveau du réseau et après la réception. Là, une attaque man in the middle peut intervenir sur deux stades ou encore selon deux alternatives. La première alternative, c'est le fait de greffer un module de logiciel malicieux au niveau des données transférées, ce qui va causer donc une attaque par la suite lorsque les données sont reçues au niveau du réseau des destinations. Ça pourra être aussi donc le fait de rendre ces fichiers ou ces données endommagées et par conséquent, ils seront plus utilisables lors de leur réception. La perte de disponibilité ou availability, en fait, la disponibilité, c'est la capacité d'un service ou d'un serveur, tel qu'un serveur web, à répondre aux requêtes menées par des clients tels que les navigateurs ou bien d'autres solutions, logiciels clients. Et là, donc la perte de disponibilité pourra être une attaque de type DOS, Deny of Service. Nous connaissons tous donc le Deny of Service. C'est en fait, il consiste à donc lancer un nombre énorme de connexions ou de demandes de connexion en même temps pour rendre un service ou un serveur indisponible. Alors, le risque est inévitable à 100%. Cependant, il est possible de le minimiser à travers un ensemble donc de procédures standards et des règles de gestion de risque. Nous citons dans ce contexte la méthode MEHARI qui permet d'analyser un système d'information, faire un audit, par la suite dégager les faiblesses de ce système-là et bien évidemment recommander des bonnes pratiques pour bien protéger le système. Il y a aussi donc des interventions via des outils tels que les pare-feux. Et d'ailleurs, c'est le sujet de cette formation-là. On va étudier le pare-feu ASA. Il y a les détecteurs d'intrusion ou IDS, Intrusion Detection System, qui permettent de protéger un système d'information ou un réseau, une infrastructure réseau, donc en temps réel contre les intrusions, c'est-à-dire les essais de s'infiltrer. Donc les meneurs d'attaque essayent de s'infiltrer au niveau ou encore d'un réseau. Et bien évidemment les préventeurs d'intrusion, IPS, les Intrusion Prevention System, à l'opposition des IDS, les IPS essayent d'analyser le système en gros et de dégager les maillons faibles au niveau du système, améliorer donc la protection du système contre les attaques potentielles. Ça, au niveau du réseau, c'est-à-dire l'utilisation de pare-feu des IDS et d'IPS se fait au niveau du réseau. Cependant, au niveau des autres, nous utilisons souvent des solutions antivirus. Alors, pour comprendre le risque, il faut s'y mettre à la place des meneurs d'attaque, suivre la même logique et en tirer les conclusions qui mènent à une bonne vision. Cette vision sera traduite en une politique de sécurité qui doit être appliquée et améliorée en continu.
Alors toujours dans le premier volet, nous allons donc classer les menaces en 3 catégories. Les menaces artificielles, ce sont les menaces telles que les cyberattaques ou les installations de logiciels malveillants. Ces menaces peuvent être aussi involontaires, lorsque les meneurs d'attaque exploitent les niveaux réduits des connaissances de leurs victimes. On cite l'exemple de téléchargement par exemple, des fichiers MP3, ainsi de suite. Là où la victime essaie donc de télécharger quelque chose à partir d'Internet, elle n'est pas protégée. Donc on lui demande ou on lui présente un logiciel, par exemple, qui accélère le téléchargement, alors qu'il n'est pas exactement un logiciel qui accélère le téléchargement. Ça peut donc avoir des composants logiciels malveillants. Et cette victime-là va installer ce logiciel et sans le fait d'être consciente, elle installe en fait donc, un malware, ce qui va affecter négativement son PC ou ordinateur. Il y a aussi les menaces intentionnelles. Ce sont des menaces comme l'accès, la modification ou la suppression des données d'une manière accidentelle sans l'intention de provoquer des dégâts. Et ça arrive souvent avec les stagiaires et les nouveaux employés. Les menaces naturelles peuvent être donc des menaces environnementales telles que les inondations, les vagues de chaleur, euh, les, euh, les, les coups de foudre et ainsi de suite, qui provoquent des pannes de courant de longue durée ou encore le fait de rendre endommagé le matériel, bien évidemment. Il y a aussi les menaces comme le vol, les incidents de feu volontaires à caractère criminel ou encore le vandalisme. Alors nous passons au type de malware. Avant d'énumérer donc ces types de malware, nous allons brièvement présenter le malware de quoi il s'agit. Donc un logiciel malveillant malware est un logiciel qui est installé sur un système à l'insu de l'utilisateur. Il inclut les virus, les vers, les chevaux de Troie et les logiciels espions. Alors nous commençons par les virus, tout le monde connaît les virus. Donc les virus informatiques provoquent des dommages de milliards de dollars chaque année. Donc ils causent l'échec du système, du gaspillage des ressources informatiques, de la corruption des données ainsi que l'augmentation du coût de maintenance. Bien évidemment, pour se protéger contre les virus et les malwares en général, nous demandons donc des ressources matérielles. Ça pourra être des pare-feux, ça pourra être des systèmes de prévention d'intrusion, des systèmes de détection d'intrusion, dont une partie est matérielle bien évidemment. Il y a aussi des ressources logicielles, ça pourra être les deux aussi. Outre que ça, nous demandons des expériences, du know-how, c'est-à-dire des connaissances en la matière de la sécurité informatique pour bien orienter et avoir une vision comment donc se protéger contre les malwares. Et cela coûte de l'argent, bien évidemment. Le deuxième type de malware qu'on va voir, ce sont les vers. Donc, par opposition aux virus, les vers sont autonomes, c'est-à-dire ils ne nécessitent pas une installation. Ils s'auto-reproduisent et se propagent à d'autres réseaux, bien évidemment, souvent en s'appuyant sur des failles de sécurité au niveau des systèmes. C'est-à-dire, donc, on pourra citer l'exemple des pare-feux mal configurés qui laissent des ports ouverts, et bien ces ports-là peuvent être utilisés par les vers pour se propager. Les vers visent surtout les performances au niveau du réseau en consommant de la bande passante. Ça pourra être aussi la duplication pour réduire l'espace de stockage au niveau des disques durs ou encore les espaces de stockage en général. Cependant, donc les virus corrompent ou modifient surtout les fichiers sur un ordinateur cible. Donc les fins ou les buts des deux malwares est différente. Les virus essaient d'endommager donc les fichiers. Cependant, les vers attaquent directement de performance au niveau d'un réseau, bien évidemment. Nous passons au troisième type de malware qui a donc les chevaux de Troie. Contrairement aux virus informatiques et aux vers, les chevaux de Troie ne tentent pas de s'injecter dans d'autres fichiers ou de s'autopropager, plutôt donc ils visent essentiellement les informations personnelles des utilisateurs. Donc ils essaient de faire une collection des données sensibles telles que les mots de passe, tels que les codes PIN des cartes bancaires et ainsi de suite. Et cela donc
ou encore ces informations peuvent être envoyées au meneur d'attaque pour s'en servir, bien évidemment, pour des fins malicieuses. Par la suite, il y a les attaques de mémoire Stack Overflow. Donc, le terme Stack Overflow est très connu surtout par les programmeurs. Alors, à quoi consiste un Stack Overflow? C'est un débordement de mémoire vive, causé bien évidemment par un logiciel malicieux qui se produit quand une application reçoit des données inattendues qu'elle ne peut pas traiter. On sait tous, donc surtout les gens qui ont des notions de programmation, les variables ou les types de variables admettent chaque type de variable admet une taille bien déterminée. Lorsqu'on parle du short, c'est pas le integer 32 bits, c'est pas le integer 64 bits ou encore l'entier lent. Donc si au niveau d'une unité de mémoire on reçoit un entier lent alors qu'on s'attend à un short, ça va causer un débordement de mémoire. Et cela entraîne une erreur qui provoque l'écrasement des données, vu que les données inattendues vont déborder vers d'autres zones de mémoire. Alors le principe de Stack Overflow essaye donc à travers ce type d'attaque de causer la stabilité du système, et par la suite, donc le meneur d'attaque ou l'auteur d'attaque va collecter le maximum d'informations qui seront issues de ce débordement, de cette instabilité du système pour mener une attaque contre le système cible en question. Et enfin, nous allons donc, le spyware est un logiciel qui s'installe sur un système sans le consentement, préavis ni le contrôle de l'utilisateur. Le spyware ne s'affiche pas, donc il n'affiche pas de son temps, il se trouve donc en arrière-plan. L'utilisateur n'est pas conscient du fait de sa présence. Il collecte les informations et ne se fait pas découvert. L'un des spyware les plus connus est le keylogger. Le keylogger, c'est en fait un logiciel malicieux qui essaie de collecter ou de tracer les tapes clavier d'un utilisateur et par la suite les envoyer vers le meneur d'attaque pour les analyser et dégager des informations telles que le mot de passe, telles que les informations sensibles, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous utilisons donc des keyloggers ou des spyware. Alors nous passons au dernier volet de cette vidéo, à savoir les méthodes de protection. La protection contre les menaces provoquées par les malwares s'effectue sur plusieurs niveaux. On parle souvent des stratégies de défense en profondeur qui se fassent sur plusieurs niveaux d'un système d'information. Cette stratégie comprend donc l'utilisation des pare-feux au niveau du réseau et des hôtes, tel qu'il est le cas donc du pare-feu ASA, la mise à jour des systèmes d'une manière périodique, c'est-à-dire l'installation des patchs de mise à jour, surtout les patchs en relation avec la sécurité, la réduction des surfaces d'attaque, c'est-à-dire les logiciels qui ne sont pas utilisés ou rarement utilisés, il vaudrait mieux donc les désinstaller. La formation des utilisateurs, bien évidemment, c'est toute une culture là. Donc on forme les utilisateurs à bien se protéger contre les types d'attaques tels que les attaques de nature ingénierie sociale, par exemple. Il y a aussi la réduction d'utilisation des comptes administrateurs ou encore le principe de moindre privilège. Si on essaie d'expliquer ça brièvement, un administrateur admet deux types d'interventions, des interventions quotidiennes comme un utilisateur standard, tel que par exemple copier-coller un fichier, ouvrir un document, ouvrir par exemple un répertoire et ainsi de suite. Mais il y a des actions telles que donc la suppression des données, la modification de configuration. Cela demande donc un niveau de privilège un peu augmenté ou élevé. Et pour les gens qui utilisent déjà Linux, ils savent bien donc ce principe de moindre privilège à travers donc la commande sudo su. Toutes les actions qui se font donc au niveau de Linux ne sont pas faisables par tout le monde, par l'utilisateur standard, mais plutôt donc il y a quelques interventions qui demandent les droits d'administrateur pour qu'ils soient réalisés. Et par conséquent, l'administrateur doit entrer le mot-clé, donc sudo su, est suivi par le mot de passe du root ou de l'utilisateur racine. Ça existe aussi au niveau de Windows. Par exemple, la modification du système
ou encore la modification des dossiers ou à l'intérieur des dossiers tels que program files demande un niveau de privilège élevé. Il y a aussi l'assurance d'un système de protection en temps réel à travers l'emploi des IDS surtout, the Intrusion Detection System, et enfin la vérification périodique des machines via des sessions d'audit. L'audit pourra être interne, c'est-à-dire l'équipe interne fait l'audit du système d'information. Ça pourra être aussi de l'audit externe où on demande donc la prestation de services auprès d'une boîte de consultation et d'ingénierie. On pourra aussi faire les deux, c'est-à-dire l'audit interne et l'audit externe. Là, pour bien donc expliquer de quoi il s'agit concernant donc les stratégies de défense en profondeur, là on parle d'un ensemble de couches de protection ou un ensemble de barrages. Ça commence avec la sécurité au niveau physique, c'est-à-dire le verrouillage des plaies chambres où les serveurs résident ne doivent pas être accessible par tout le monde, mais par les personnes concernées, telles que les administrateurs. Ça, c'est le premier niveau d'intervention. Ensuite, il y a d'autres niveaux, tels que donc le niveau de sécurité des données, qui se fait par le cryptage, par exemple, le hachage, et ainsi de suite, des données. Il y a l'audit interne et externe, nous avons déjà parlé. La sécurité des clients et serveurs dans un contexte d'applications distribuées, de systèmes d'information distribués. Donc, ça pourra être assuré par des mécanismes de VPN, par exemple, des IPsec, et ainsi de suite. La sécurité du sans-fil, surtout avec l'émergence des mobiles et des solutions basées sur le sans-fil, telles que le Wi-Fi, telles que l'infrarouge, et ainsi de suite, et le Bluetooth, bien évidemment. Et il y a aussi la sécurité du réseau, en gros, donc qui est assurée par les IPS et les IDS. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord, nous avons essayé de comprendre donc le risque de quoi il s'agit. Par la suite, nous avons énuméré les types de malware ou de logiciels malicieux. Et enfin, nous avons évoqué quelques méthodes de protection des réseaux contre les attaques et les risques. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.